Salut les amis, salut tout le monde. Bon retour sur Vérisme TV, c'est un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver surtout en extérieur. Même si on n'a pas Jean-Louis et ses explications physiologiques. On va parler un petit peu de physiologie quand même aujourd'hui, mais on va surtout parler de philosophie. Philosophie de cette antifragilité. Philosophie du temps de désarroi, du découragement qu'on pourrait vivre. Puisque je fais cette vidéo évidemment en réaction à l'actualité. Ce qui fait peur au cerveau humain, généralement, c'est l'imprévisibilité. C'est le côté hasardeux, c'est la brume dans lequel on peut baigner et qui peut nous empêcher de voir le lendemain, de voir les prochains événements et de les craindre. Là, ce qui est bien, c'est qu'on sait sur quel pied danser. On sait qu'on va osciller entre Caraïbes ici là, qu'on va choisir entre la peste et le choléra. Donc au moins on est sûr. Voilà, il n'y a pas d'incertitude. On sait que ça va être des temps difficiles, mais vous savez que les temps difficiles créent des gens forts. Donc on va se renforcer, ça c'est clair, parce que sans doute que les prochaines années vont être difficiles. Évidemment à titre individuel, mais aussi au niveau du groupe, de la société, en termes global. Donc, partons sur ce postulat. Soyons positifs dans cette perspective, puisque finalement les épreuves que nous met l'univers devant nous sont uniquement là pour nous faire nous découvrir nous-mêmes, faire un cheminement de vie, un cheminement personnel, et on peut très bien rater le coche, on peut très bien voir ça comme des états de fait qu'on ne peut pas transcender, alors que avec une approche vraiment stoïcienne, une approche un peu plus philosophique, avec un pas de recul, on peut se servir de ces épreuves comme des trampolines, comme des excuses, comme des moyens de faire de la contrainte une opportunité de grandir et de croître. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo qui est un petit peu improvisée, je ne vais pas vous le cacher, puis de toute façon vous l'avez bien compris, c'est déjà vous mettre en squat. Non, je rigole. Vous pouvez vous mettre en squat si vous voulez. C'est déjà de reconsidérer les mots qui sortent de votre bouche. La sémantique est première. C'est rigolo parce que je relisais Nietzsche, Le Gai Savoir, il y a peu de temps. Il y a peu de temps, c'est le cas de le dire, je suis en train de le relire. Mais il y a peu de temps, j'ai lu un petit paragraphe de ce livre qui disait justement que le sens qu'on accorde aux mots est beaucoup plus important que le vocabulaire lui-même. C'est-à-dire la définition que on a tous une définition émotionnelle, personnelle d'un certain terme. Le terme qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est le terme de spiritualité qui fait très peur à certains parce que pour eux la définition qui leur vient à l'esprit tout de suite c'est religion. C'est rattaché donc à l'aspect religieux et au dogme. D'autres voient le terme de spiritualité comme quelque chose de tout à fait normal et banal. On est, pour eux, pour d'autres personnes, tout le monde est spirituel, tout le monde croit en des choses et donc il n'y a pas à y attacher une connotation négative. Donc on a tous une sémantique différente, on a tous des mots et des termes différents, et il faut faire très attention à, maintenant, je pense, aux mots qu'on utilise, parce que tout ça, ça a un impact énorme sur notre comportement et nos relations de groupe, notre relation dans notre société, vis-à-vis de notre voisin, vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis d'autrui. Et donc, le premier terme qui me vient à l'esprit, et que j'ai beaucoup vu, il y en a deux que je vais exposer, mais ça va vous donner des exemples pour en analyser d'autres. Le premier, c'est celui de la résistance. Beaucoup de gens, pendant ces élections politiques, ont dit qu'il fallait résister au pouvoir ambiant, qu'il fallait proposer un parti qui résiste. Il fallait faire une résistance aussi sociétale par rapport à ce qu'on nous propose. Moi, je vous propose justement d'œuvrer pour. Parce que dans ce terme de résistance, il y a vraiment un terme de tension, un terme de confrontation frontale, de force contre force, comme si on essayait d'arrêter un train en se mettant devant et en mettant les mains pour l'arrêter, ou un véhicule lancé à pleine balle. Je pense que c'est la mauvaise manière de faire, puisque ça peut que aller dans la confrontation, dans l'épuisement, dans la déperdition d'énergie. Je pense qu'il faut surfer la vague. Je pense que
les personnes intelligentes surfent les vagues des différents courants des sociétés, des différents âges. Je pense que ceux qui se sont le mieux tirés dans l'histoire de l'humanité, c'est ceux qui ont toujours pris parti des situations dans lesquelles ils étaient et ne les ont pas affrontés de manière brutale et frontale, encore une fois. Et donc, faire attention à ce terme de résistance. Donc, ne pas lutter contre, mais plutôt œuvrer pour. C'est-à-dire, ne pas placer son énergie contre quelque chose qui nous arrive de face. Par exemple, la situation actuelle, par exemple, ces élections-là, qui sont des faits, vraiment, qui vont nous arriver de face, qui vont être relativement violents. Des nouvelles restrictions, des nouvelles... voilà, tout ce qui va avec. Ça va être dur pour chacun d'entre nous, peu importe notre métier, peu importe notre classe sociale. Ne pas aller en frontal contre ça, mais proposer autre chose. Et mettre son énergie dans les voies qui nous semblent être pertinentes, qui nous semblent être vertueuses. Voilà, la générosité, l'entraide, le lien avec les autres, le bien commun. Et ça peut être des actes au quotidien, hein, ça peut être des routines à mettre en place, ça peut être tout simplement aller voir les gens nécessiteux de son quartier, ça peut être aider sa voisine ou son voisin de palier, ça peut être simplement dire bonjour, comment ça va à quelqu'un que l'on croise tous les jours et qui on ne demande pas. Ça peut être dans le métro, simplement avoir une conversation avec son prochain. Ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà changer les choses. C'est parce que c'est se changer soi-même, et vous savez très bien que finalement, dans cette vie qu'on nous propose, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de travailler sur soi-même. Et quand on se change de l'intérieur, on change le monde qui nous entoure. Donc, ça peut être déjà beaucoup pour vous de tisser du lien par rapport à ça. Et donc, c'était le premier point de vocabulaire et le lien social. Je vais y revenir après. Donc, votre posture par rapport aux événements actuels, essayez de la définir avec un terme qui soit beaucoup plus positif, beaucoup plus, qu'il n'y ait pas de friction, qu'il n'y ait pas un chassé-croisé entre deux forces qui se rencontrent, comme voilà ce terme de résistance qui est vraiment, de par le fait, de par sa définition, induit forcément deux forces qui se tiraillent. Alors qu'on peut très bien être dans un découlement vraiment comme de l'eau, qui ne ferait pas justement de friction, et encore une fois l'image du surfeur qui surfe sur la vague est toute trouvée, je trouve. Après, attention à toutes les évidemment, comme dirait Patrice Franceschi, à ce grand chaos de la guerre de tous contre tous, qui est très rapide et très facile sur les réseaux sociaux. Évidemment, Internet nous permet justement Internet nous permet de nous rapprocher, Internet nous permet de créer des communautés, mais ça permet aussi très rapidement de mettre les gens en opposition les uns contre les autres. Ce qui arriverait sans doute à moindre échelle si on n'avait pas Internet, hein, si on retournait au temps où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, la sémantique, le terme que je veux vous exposer, c'est les phrases qui commencent par « les gens », enfin qui commencent. Les phrases où il y a « les gens sont comme ci, les gens sont comme ça », les Français sont crétins parce qu'ils ont voté pour, voilà, ils sont pas intelligents, ils sont ceci, cela, les gens, voilà. Donc, ce qui englobe comme ça, qui parle de nos prochains avec des termes génériques, et généralement avec un adjectif qui est assez négatif derrière. Faut vraiment en sortir aussi, parce que je pense qu'on a fait le tour de cette guerre de tous contre tous, de ces modes de pensée qui divisent. Vous savez que c'est la stratégie du diviser pour mieux régner marche énormément. Et donc il est grand temps qu'on arrête de mettre le doigt sur les choses, les petits détails qui nous séparent, et plutôt porter notre regard et notre focalisation sur ce qui nous rapproche. Il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent, même entre quelqu'un qui a voté Marine Le Pen et quelqu'un qui a voté Macron, même entre quelqu'un qui a voté Zemmour et quelqu'un qui a voté Mélenchon, il y a plein de choses en commun, ça j'en suis certain. Et si vous pratiquez des sports, si vous allez dans des salles de, je sais pas moi, vous êtes dans un groupe qui a rien à voir politiquement, vous pratiquez je sais pas moi, la marche nordique et vous êtes une vingtaine de personnes, je suis sûr que dans la vingtaine de personnes, il y a tous les bords politiques, mais tout le monde se retrouve autour des valeurs communes que sont
le goût de l'effort, l'amour pour la nature, la cohésion de groupe, etc. Et que l'aspect politique et les divergences politiques, elles sont totalement secondaires. Donc, il faut vraiment, je pense, il faut aussi essayer d'arrêter de dire « il faut », mais je pense que on doit, plus que jamais, maintenant, là, où les temps vont être compliqués, les temps vont être durs, ça c'est sûr, nous rapprocher les uns les autres et nous entraider et mettre en lumière les choses qu'on a en commun. Et ça va faire beaucoup de bien, puisque sinon on va passer encore du temps à nous diviser. Et ça ne peut que servir des situations, des systèmes qui sont liberticides, qui évidemment vont aller contre les lois humaines, en tout cas humanistes. Donc voilà, c'est une première chose. Cette sémantique, le poids des mots, bien les choisir, puisque quand vous parlez des gens, il faut bien comprendre que la plus grande majorité d'entre nous qui sont pris dans le système, ils sont uniquement à l'image du système. C'est vraiment le système qu'il faut critiquer et pas les personnes. C'est les idées et pas les personnes qu'il faut attaquer. Et ce système-là, il n'y a pas une personne qu'il faut viser vraiment personnellement, bien entendu, mais réfléchir à pourquoi ces personnes-là ont émergé. Pourquoi toutes les personnes que je croise et qui tiennent des propos vraiment virulents, qui peuvent être dans la violence vraiment verbale comme physique, pourquoi elles en arrivent là? Parce que l'être humain est toujours à l'image de son environnement. Toujours à l'image de l'environnement qu'on lui propose. Et pas que l'être humain, les animaux aussi. Si vous proposez un animal de sortir de cette nature-là, que ce soit un oiseau, une vache, une brebis ou quoi que ce soit, et que vous mettez cet animal dans un environnement inadéquat, carcéral, sous des néons, avec des horaires fixes, vous l'empêchez d'avoir des besoins naturels, c'est normal qu'il commence à avoir des comportements qui sont en adéquation avec son environnement. Okay, donc, ne fustigez plus vos prochains quand vous avez pris un pas de recul et vous voyez un comportement qui vous semble aberrant. C'est sans doute que cette personne est la plus en détresse. Et même si vous avez envie de la qualifier de crétine, imbécile, vous avez envie de lui placer n'importe quelle injure sur le front, dites-vous bien que c'est sans doute la personne qu'il faudrait le plus aider. Je sais que c'est pas facile, mais des personnes dans le besoin, dans vraiment l'aide, c'est souvent celles qui sont casse-pieds. Donc ça nous permet aussi de relativiser et d'être juste dans l'amour de son prochain, vraiment vouloir aider. Et pour rebondir sur une autre phrase de Patrice Franceschi, qui dit que quand le courage est absent, quand le courage ne peut plus rien, la générosité peut tout. C'est-à-dire quand on manque de courage, quand on a l'impression que on n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre, on n'arrive plus à avancer, la situation est simplement décourageante, et je peux comprendre que la situation actuelle soit décourageante pour beaucoup de personnes qui croyaient que ça allait changer. La générosité dans ces cas-là peut énormément. Et comme je dis tout à l'heure, tisser du lien, que ce soit de manière triviale, très simple, par un bonjour, ou par vraiment carrément vous engager dans une association locale pour aider les sans-abri, etc. Carrément allouer plusieurs heures par semaine à une association caritative, donner du temps, donner de l'énergie, donner des sourires, donner de l'argent, donner des denrées alimentaires. Peu importe, vous allez voir à quel point ça vous nourrit. Et c'est le dernier point sur lequel je veux aller, parce que je viens de terminer pour le CNH, donc l'école qui s'ouvre là, le Centre Naturopathie Hermès, un cours fondamental sur le lien social, sur la biologie en fait du lien social. C'est l'un des cours fondamentaux, puisque quand on est thérapeute, et même quand on est tout simplement être humain, on se doit de connaître, on se doit pas de connaître, mais on est en constante relation avec autrui, et comprendre les rouages biologiques, vraiment la biochimie qui se cache derrière le lien humain, c'est essentiel. Et ça peut vraiment nous aider et nous guider.
Vous vous sentez sans doute un peu plus introverti ces derniers temps, parce que la situation est difficile. Donc vous avez besoin peut-être de vous replier un petit peu plus sur vous-même. Et bien c'est comprendre le lien social et la biologie du lien social. Alors déjà, la biologie c'est un verbe, hein, c'est toujours une dynamique, d'accord? Donc voyez biologie sous la forme d'un verbe. Comprendre les rouages biochimiques, ça nous permet déjà de nous enlever toute forme de culpabilité et de comparaison avec autrui. Parce qu'on est tous différents. En fait, on comprend à quel point on est tous différents. Donc, peut-être que vous vous sentez introverti, peut-être que vous vous sentez plus extraverti. Vous avez besoin d'aller vers les autres, de vous nourrir du contact humain, surtout maintenant. Il peut y avoir deux réponses complètement différentes, et les deux réponses sont justes. Les deux réponses sont justes. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas. Et surtout, ne regardez pas votre voisin d'un œil un peu moqueur si cette personne-là a besoin en ce moment de se replier un peu plus sur elle-même et qu'elle ne donne pas de nouvelles. Moins que d'habitude en tout cas. En fait, on s'est rendu compte que le lien social, c'est une nourriture comme la nourriture physique. Parce que ça active les mêmes circuits neuronaux. Une petite structure dans le cerveau qui s'appelle le noyau du raphet dorsal, qui est souvent décrit dans les livres de physio comme étant une partie du cerveau qui sécrète de la sérotonine. Mais en fait, il y a quelques neurones dans ce noyau qui sont très puissants et qui sécrètent de la dopamine. Et qui poussent en fait à aller chercher des relations sociales ou de les fuir. D'accord ? Et en fait, une personne qui est... et c'est pour ça que le lien avec la nourriture est très bien trouvé, c'est qu'une personne qui a l'habitude de jeûner, par exemple, qui pratique le jeûne intermittent régulièrement, c'est comme le lien social. Si elle a l'habitude de se passer de lien social, plus elle pratique, plus elle devient introvertie. D'accord ? Donc, c'est vraiment les premiers temps du jeûne, quand on saute un repas, on a faim. Et bien, les premiers temps où vous avez l'habitude par jour d'avoir des relations sociales avec 10 personnes, si tout d'un coup vous tombez à 2 personnes, vous allez sentir un manque, et ce manque-là, c'est exactement les mêmes circuits neuronaux dans le cerveau que la nourriture. Vous allez avoir envie de bouffe, de bouffe sociale. Mais si vous n'avez pas cette nourriture sociale, vous allez vous rattraper et compenser par la nourriture physique. Les études neuroscientifiques, je les partage dans le cours du CNH, nous prouvent que c'est vrai. C'est-à-dire que les personnes compensent par la nourriture, mangent plus quand elles sentent la solitude. Et ce noyau du raphet dorsal, quand il est activé de manière artificielle, ça fait percevoir la solitude. C'est vraiment le noyau de la solitude. Et la solitude, elle est définie comme étant, par Alan Shore, donc l'un des plus grands neuroscientifiques et psychanalyste qui s'est intéressé au terme de solitude, il définit ça comme étant le sentiment du lien social qui n'arrive pas, mais que l'on désire. C'est-à-dire, c'est la douleur de l'absence du lien social que l'on souhaite, mais qui n'arrive pas. Autrement dit, si l'absence de lien social est souhaitée et désirée, c'est-à-dire j'ai envie là de me mettre au repos un petit peu, de prendre du temps pour moi-même et juste de passer quelques jours tout seul chez moi, tranquille, à bouquiner, à rien faire, à rien faire. Vous pouvez faire plein de trucs tout seul, mais en tout cas sans contact, c'est tout à fait normal. Et ça va nourrir votre cerveau parce que c'est attendu, c'est lui qui l'a choisi. Ok ? Si par contre, vous avez besoin du lien social, vous avez besoin du contact à hauteur de 10, 20, 30, j'en sais rien, peu importe l'échelle que vous utilisez pour ça, que ce soit en termes de contact humain ou que ce soit en termes de minutes ou d'heures, et que on ne vous donne que la moitié de ça, que vous obtenez dans votre quotidien que la moitié de ça, là, le cerveau va donc avoir une différence entre sa prévision et son observation, entre ce qu'il désire et ce qu'il reçoit. Et là, ça va faire mal. Là, on va sentir la solitude. Donc, c'est ce sentiment de solitude, ce sentiment
introversion, extraversion. Donc là, on va avoir tout d'un coup de la dopamine qui est sécrétée pour aller donner la motivation à aller chercher du lien social à droite à gauche. Ou bien de la nourriture. Hein, on va compenser. Ou bien on va se plonger dans un réseau social ou Internet ou une distraction qui donne de la dopamine. Donc au premier rang duquel, très facilement sur Internet, on trouve la pornographie. On peut trouver au coin de la rue aussi des drogues. La consommation de drogue. On peut trouver toutes sortes de diversions. Tout ça, malheureusement, moi j'adore les jeux vidéo parce que je sais que ça peut être une source vraiment culturelle et d'évasion comme un livre, mais ça peut être aussi un piège. Ça peut être aussi une diversion de l'esprit. Bref, il peut y avoir toutes sortes de... C'est très facile de nos jours de compenser ce manque de lien social par une autre source tout de suite disponible, que ce soit la nourriture, la pornographie, les drogues, etc. Donc attention à ça. Je vous donne évidemment ces analyses biologiques, comportementales, cognitives, afin que vous puissiez penser et prendre un pas de recul sur vos habitudes actuelles et sur votre comportement durant cette période qui est relativement difficile et votre comportement vis-à-vis de votre prochain. Tout d'abord par rapport à la sémantique que vous utilisez vis-à-vis de lui ou d'elle, donc en disant les gens, comme j'ai dit au début de la vidéo, en disant certains termes qui sont péjoratifs et qui ne vont pas dans le sens du rapprochement. Et deuxièmement, par rapport à votre besoin de lien social ou non. Si vous avez besoin d'avoir un repli sur vous-même, de passer du temps avec vous-même seul, c'est très bien tant que vous le désirez. Et n'allez pas culpabiliser par rapport à ça en vous disant « Ah ouais, mais mes amis... Michel, Henri, Nathalie, etc. Tout le monde se voit. Donc moi, il faudrait que je vienne à la soirée. Tout le monde fait des activités de groupe et tout. Moi, j'en fais pas. Bah, ça me fait culpabiliser. Alors peut-être que moi, je suis pas bien. Peut-être que voilà, j'ai un problème, etc. Bah, pas forcément. Vraiment pas forcément. Ou bien, vous pouvez aussi avoir dans votre quotidien des espèces de pulsions, des compulsions qui sont sorties récemment, alimentaires, voilà, vous n'arrivez plus trop à maîtriser, etc. Ou des compensations, encore une fois, par Internet, tout ce que j'ai évoqué. La consommation d'alcool, tout ça. Et bien ça, peut-être, hein, c'est une proposition, peut-être qu'il faut que vous augmentiez justement le besoin de lien social dont votre cerveau fait la prédiction. Votre cerveau a peut-être besoin de ça. Et donc, il faut que vous alliez le chercher. Encore une fois, très simplement. Ça peut être très simplement dans le quartier. Ça peut être très simplement en tapant à la porte de votre voisin. Qu'est-ce que tu fais? On se connaît pas trop, mais tu veux venir prendre le café à la maison. Enfin, je sais pas. Vous pouvez proposer tout un tas de choses pour passer du temps avec autrui. Ou bien, allez vous inscrire à une association, un club en plein air. Je sais pas. À vous de voir. Mais prenez un pas de recul par rapport à votre comportement et par rapport aux mots que vous utilisez. C'était vraiment le thème aujourd'hui de la vidéo, pour vous dire aussi de continuer à œuvrer pour. On va continuer à avancer. Continuons à nous renforcer dans le doute. Vous savez que mon travail évolue par rapport à ce centre de formation qui est le centre Naturopathie et Hermès. Je suis très fier que ça avance très très bien. Il y a énormément de candidatures. On a encore une 30aine de places. Donc, si vous voulez vous former à tout ça, ça dure 18 mois et ça commence en septembre. Donc, vous pouvez envoyer votre candidature. C'est sur www.naturopathie-hermès.com. Vous aurez tous les détails et la brochure, le contenu pédagogique et l'équipe pédagogique. Mais ce qui est certain, c'est que ma prise de parole en public, ce que je vous transmets sur Verisme TV, les interviews, tout ça, ça va continuer. On n'arrêtera pas d'avancer. Et tant qu'on n'arrêtera pas d'avancer, tant qu'on continuera à réfléchir le manche en avant, ça c'est les mots d'une aviatrice très connue dont j'ai oublié le nom, une française d'ailleurs, qui disait « il faut réfléchir le manche en avant ». C'est-à-dire il faut réfléchir en avançant. Tant qu'on continuera à réfléchir le manche en avant, ça ira bien. Parce que une vie d'attente vaut quand même le coup. Je vais répéter cette phrase parce que c'est la plus importante. Une vie d'attente vaut le coup. C'est-à-dire que l'épanouissement de l'être humain, il se trouve toujours sur le processus,
pendant le fait de faire, dans l'instant présent, et pas seulement à l'arrivée, quand le but est atteint. C'est difficile à accepter hein, d'une certaine manière, parce qu'on a envie de se dire, si je passe ma vie à attendre quelque chose, c'est-à-dire que toute ma vie, j'aurais œuvré pour un but précis, et tu es en train de me dire que je l'atteindrai jamais, et que ça vaut quand même le coup de le faire. Tu es en train de me dire que même si la défaite est assurée, même si je n'arriverai jamais en haut de cette montagne, ça vaut quand même le coup d'y aller? Et je réponds oui. Oui, oui et 1000 fois oui. Parce que la vie, elle se vit, tout simplement. Il n'y a pas de but, hein. Il n'y a pas de but à atteindre. Il n'y a pas de manière de réussir sa vie ou de perdre sa vie. Hein. Il y a juste le fait de vivre. Donc, on y va. On ne réfléchit pas. Les circonstances sont telles qu'elles sont. On avance. On réfléchit, le manche en avant. Et vous pouvez garantir que vous trouverez toujours sur Verisme TV cette philosophie-là. Je vous laisse là-dessus, les amis. Dans le doute, renforcez-vous. Et surtout, n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous. Stop. No.